qu'est-ce qui a préfiguré la création de Simèse et Portique en 82? Et en question préliminaire, qu'est-ce qui a marqué votre entrée dans ce monde de l'art et de la création? Alors, avant 1982, je veux dire, il y avait très peu d'art. Il n'y avait pas d'art contemporain dans cette région. Il y avait quelques artistes, quelques aficionados qui aimaient l'art et nous en faisions partie. Donc nous nous sommes rencontrés, Jean-Claude Latte, Roland Pénariès et moi. Et la question s'est posée à un moment donné de est-ce qu'on peut rester vivre ici sans art ou est-ce qu'on fait venir l'art chez nous? Et il se trouve qu'en 1982, il y avait des injonctions gouvernementales, c'est Jacques Lang, Mitterrand, qui ont décidé d'une part une vision politique pour la décentralisation et d'autre part la décentralisation des arts plastiques qui n'étaient pas réalisés, contrairement à celle du théâtre par exemple, qui a été fait en 1947, alors que c'est vrai, les régions françaises en 1982, au niveau des arts plastiques, avaient 100 ans de retard. Et on était vraiment dans des lieux coupés du monde, à part évidemment quelques individus qui allaient à New York, à Paris, etc. Et donc ça a été, je veux dire, on n'a pas du tout au départ pensé créer un centre d'art, c'était juste on se fait plaisir, on invite des artistes qui nous intéressent, on fait une exposition et on se fait aussi le plaisir de le transmettre et de le montrer à d'autres et de participer à ce bouillonnement. Il y avait un véritable bouillonnement qui était dans l'air, voilà, et donc on a commencé par faire quelques expositions. La toute première exposition, on l'a faite dans les jardins du musée Toulouse-Lautrec. Et je crois qu'on ne s'appelait pas encore, l'association n'était pas encore créée. Donc à la suite de ça, de cette première exposition avec Peter Brick, je m'en souviens, on a décidé donc de formaliser la chose, de devenir une association, ce qui nous permettait aussi de trouver quelques moyens pour continuer à faire des expositions. Donc ce n'était pas au départ une volonté de créer un centre d'art. Alors, les centres d'art n'existaient pas encore, il a fallu les inventer et on a contribué à l'invention des centres d'art par la suite. Roland Pénariès est resté pendant 3 années avec nous. Et ensuite, il s'est retiré. Et puis, nous avons continué, Jean-Claude Latte et moi, avec un projet plus ambitieux qui, petit à petit, est devenu un centre d'art. Alors justement, vous évoquez Jean-Claude Latte. Comment se passait votre travail de co-commissaire ensemble? Est-ce que chacun avait un rôle réparti ou est-ce que les choses se faisaient dans une animation collective? Comment est-ce que ça se... Enfin, collectif, c'est peut-être un mot fort. C'était un dialogue. Nous étions 2. Et donc, on avait une chance assez grande. On aimait les mêmes artistes. Mais néanmoins, on débattait des nuits et des journées entières, justement sur ces artistes que nous aimions tous les deux. Donc c'était un dialogue, ça s'est basé sur le dialogue entre lui et moi. Et assez très vite, il y a eu, outre les artistes que nous aimions, il y avait le travail avec le contexte qui a été aussi déterminant. Tout de suite, c'est-à-dire, nous n'avions pas de mur. Donc, on a décidé que le territoire du Tarn était notre champ d'action, et aussitôt, aussi l'Europe comme horizon. C'est-à-dire qu'on a immédiatement pensé qu'on était à la fois situé sur un territoire et en même temps avec un regard sur l'extérieur, un regard vers l'international, un regard vers l'extérieur, et en particulier vers l'Europe. Donc par rapport aux artistes et aux commissaires, quels sont les artistes ou les commissaires qui font partie un peu de votre panthéon, qui ont nourri votre réflexion et qui ont contribué à susciter des désirs chez vous aussi? Alors il y en a eu beaucoup. On avait tous les deux la plus grande admiration pour Daniel Buren, par exemple. Et on a travaillé 2 fois, une première fois où Jean-Claude était encore présent
et une seconde fois où j'ai travaillé seule avec Daniel Buren, et qui a été une référence justement dans le rapport au contexte, hein, qui a été tellement déterminant par rapport à la façon de penser les œuvres, la production d'œuvres. Ça, c'est aussi au centre de la démarche, d'autant plus qu'on travaillait sur un territoire. Donc on ne pouvait pas rapporter, ça n'avait pas de sens de rapporter une œuvre de galerie ou de musée et de la mettre juste, de la poser quelque part. Mais, donc ça induit la production d'œuvres. Et donc ce rapport au contexte, c'est vrai que Daniel Buren, in situ, c'est lui qui a développé cette question, et donc ça a été un des maîtres à penser, on va dire, dès le départ. Mais ensuite, on a eu des goûts assez éclectiques. Il y avait à ce moment-là, au tout début des années 80, il y avait la sculpture anglaise, la sculpture allemande qui émergeait et qui avait une grande force. Donc on a travaillé avec des artistes allemands, des artistes anglais. On venait de la sculpture. Enfin, ce que nous connaissions le mieux, c'était la sculpture. Et c'était tout à fait propice, enfin la sculpture et son extension à l'installation, était tout à fait propice à ce travail dans le contexte. Et donc nous avons développé cet axe le plus loin possible. C'était aussi l'axe du renouvellement, hein, de l'art, la voie royale du renouvellement de l'art dans les années 60. Donc ça nous permettait d'expérimenter des choses, des formes, et aussi de créer des liens étroits avec les territoires, les lieux les plus divers que nous avons investis, parce que ça venait on a investi aussi bien un espace naturel comme un lac, qu'une maison de maître, qu'un musée local. Enfin, donc le champ était très vaste, donc ça nous permettait de nous adapter à chaque fois. Donc ça a été très déterminant. D'un côté, c'était les artistes auxquels on croyait. Il y en a eu d'autres, j'ai cité Daniel, mais il y en a beaucoup. Par exemple, Shenzhen aussi, qui tentait dans tout son travail de faire des liens entre la pensée, l'art asiatique et l'art occidental. Ces formes hybrides nous ont intéressés dès le départ, les choses qui permettaient de créer des liens. Donc ça a été au cœur de notre réflexion, le lien. Dans un de vos textes, vous évoquez la figure de Robert Filliou, et cette célèbre phrase « l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante là », et on a un sentiment que l'aventure du centre d'art Simèse Portique, puis après Le Lait, c'est aussi une aventure humaine, avec une aventure aussi collaborative, une économie aussi de moyens avec des gens qui sont autour. Est-ce que vous pourriez un peu développer cette synergie que vous avez pu créer autour du centre d'art ? Alors effectivement, autre grande référence, Filliou, pour nous. Et c'était, je cite souvent, non pas cette phrase-là, mais qui est très connue, mais je cite souvent que l'amitié et l'énergie est essentielle, alors c'est pas ces mots exactement, de la création. Et effectivement, il y a aussi le facteur humain a toujours été très important, mais je reviens là sur le contexte où il est impossible de créer une œuvre dans un contexte quel qu'il soit sans le faire avec la participation des gens qui y habitent ou qui y travaillent ou du territoire qui influent, enfin, ou qui sont actifs sur ce territoire. Donc pour chaque projet, chaque production d'œuvre sur ces territoires et par la suite au centre d'art, ce qui était extrêmement intéressant et qui permettait aussi de nourrir l'œuvre, c'est le rapport aux autres. Alors pas forcément ceux avec qui on était professionnellement liés pour aboutir une œuvre, hein, que ce soit l'équipe du Centre d'Art, bien sûr, qui a un rôle très important dans la réalisation, que ce soit le monde de l'art dans toutes ces diverses manifestations, qui est absolument important. Mais c'était aussi les gens du moment, les gens qui nous entouraient, et les amis de toujours aussi, qui nous apportaient leur énergie, leur soutien, leur aide pour produire les œuvres. Alors dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la fabrication, la réflexion aussi. Tout au début des années 80, c'était une période extraordinaire parce que
Les artistes avaient encore du temps, les conservateurs aussi, les commissaires d'expo, et du temps est suffisant. Et nous pouvions, puisqu'on pouvait accueillir les gens avec des moyens très réduits, mais c'était suffisant à l'époque. On n'avait pas besoin de recevoir avec beaucoup de moyens. Donc, je me souviens d'une exposition Image, donc on avait, qui a été un modèle du genre. Je pense qu'on a eu une influence aussi sur la définition du centre d'art avec cette exposition-là, qui s'est passée dans 5 villes et dans autant d'endroits. Et pendant cette période, il y a eu des artistes de différents pays, de différentes origines, qui n'étaient même pas invités, qui ne participaient pas à l'exposition, mais qui étaient venus et passaient 3 semaines. On pouvait faire un montage de 3 semaines, et pendant 3 semaines, c'était un débat ouvert. Donc on avait des échanges extraordinaires. Alors ça nourrissait évidemment la réflexion des artistes, mais la nôtre aussi. Et donc tout ça, ça se construisait avec cette circulation des idées, cet échange d'amitié, ce désir de voir apparaître les œuvres qui m'a toujours, qui a été essentiel pour moi, parce que ça m'a toujours permis de tenir. En fait, quelles que soient les vicissitudes aussi qu'il peut y avoir dans la conduite d'un centre d'art ou dans le fait de produire des œuvres, c'est quand même le fait de faire apparaître une œuvre et de la donner à voir, même si c'est une expression un peu désuète, de la donner à voir, de la transmettre, mais il faut qu'elle apparaisse. Et à un moment donné, ça naît d'un échange, ça naît de la relation, en fait, de la relation contexte, la relation humaine, ça naît d'actions, d'actes, de facteurs, d'énergie, voilà, qui permettent à une œuvre tout d'un coup d'être juste et de trouver sa force. Donc effectivement, ça a été essentiel. Et c'était aussi le point de vue de Filio, effectivement, voilà, avec des moyens très minimes, lui aller très loin, des moyens très minimes, de faire surgir une poétique, une poésie de l'action et de l'œuvre et de la relayer. Vous avez parlé à nombreuses reprises de l'in situ et de l'importance du territoire. Et c'est vrai que quand on regarde l'ensemble des expositions que vous avez mis en place ces dernières années, le contexte est important. Vous allez chercher sur le territoire des lieux propices à accueillir ces œuvres, mais il y a aussi et surtout, je dirais, les moulins albigeois, qui est un contexte tout seul, un décor, je dirais, naturel et très important. Est-ce que vous pourriez peut-être essayer de décrire ce territoire qui vous a accueilli depuis 1989 et en quelle mesure ce lieu a influencé les artistes et a peut-être parfois modifié leur travail et leur conception de leur travail? Alors, effectivement, les moulins albigeois sont arrivés après donc plusieurs années de nomadisme, entre guillemets, puisque nous n'avions pas de mur. Et nous avons donc commencé par travailler sur le territoire, comme je viens de le dire. Et donc nous avions un projet en tête qui était une exposition autour de Vénus, la représentation féminine de l'art pariétal à aujourd'hui. Et tout à fait par hasard, je me souviens absolument pas comment, quelqu'un nous a dit « mais venez voir ce lieu, ça pourrait convenir pour votre exposition ». Et donc effectivement, on est descendu dans les salles basses des moulins. On s'est dit « mais c'est une grotte, c'est parfait pour ce qu'on a l'intention de faire ». Et donc c'est une exposition, en plus Vénus, qui nous a amenés dans les moulins. Et ensuite, pendant l'exposition, le département, le conseil général, nous a proposé de rester. Et effectivement, il fallait changer de statut, il fallait aussi avoir un lieu, avoir une visibilité régulière. C'était indispensable pour pouvoir se développer.
Et d'autre part, ce lieu nous convenait très bien. C'était un lieu sauvage. Nous avions l'impression d'être toujours sur un terrain qui était tout à fait propice, je veux dire, parce qu'il n'était pas formaté, ce n'était pas un white cube qui était déjà très à la mode et depuis fort longtemps. Et donc ça nous permettait, là encore, de mettre les artistes dans des situations singulières où le rapport à l'architecture, au caractère du lieu était exacerbé. Et effectivement, j'ai pu constater de nombreuses fois que ce lieu, si j'en crois, je me souviens d'avoir eu une impression avec Pedro Cabrerares. Après ça, j'ai toujours pensé qu'on construisait des cathédrales à l'intérieur des moulins. En plus, on était face à la cathédrale, donc on l'avait tout le temps sous les yeux. Et puis c'était toujours un challenge. Ça a aussi généré évidemment le rapport à l'architecture des œuvres plutôt monumentales, et aussi avec des difficultés. Par rapport au caractère très fort du lieu, donc c'était un combat. Alors selon les artistes, les uns ont rusé, les autres ont joué, les troisièmes se sont opposés, donc ça permettait une variété d'approches très grande. Et de fait, j'ai eu vraiment de la chance que les artistes aient souvent choisi ce lieu pour modifier quelque chose dans leur trajectoire, pour expérimenter quelque chose de neuf, pour élaborer une direction ou approfondir quelque chose qu'ils avaient à peine entreaperçu. Et c'est arrivé avec de nombreux artistes. Et ça, c'était extrêmement intéressant, que ce soit par exemple Sarkis avec la cité Laïtchatz, par exemple, qui répondait au trésor de guerre. Et là, il parlait du trésor de souffrance. Donc il y a eu une étape qui s'est passée là. Sadana Fif, par exemple, qui a montré là ses premiers lyriques, par exemple. Et ça a été souvent l'objet de changements. Donc j'ai toujours pensé, et les artistes ont été assez d'accord avec ça, que ce lieu est inspiré. C'était un challenge. Alors, aussi pour les jeunes artistes, parce qu'effectivement, en revanche, j'ai souvent travaillé dans ce lieu-là avec des artistes confirmés. Il y avait les deux orientations dans mon action, c'est-à-dire de montrer des travaux confirmés avec des artistes qui dans leur maturité, parce que là c'est aussi de l'ordre de la transmission, de transmettre des repères au public et aussi de permettre à de jeunes artistes d'expérimenter une situation. Donc, avec les jeunes artistes, c'était plus mesuré parce que c'était un lieu dangereux. Je veux dire, on peut facilement être ridicule ou ne pas réussir à se battre ou à s'entendre ou à jouer avec ce lieu. Donc, j'ai choisi aussi les jeunes artistes que j'ai invités là, je les ai triés sur le volet, on va dire, et je n'ai invité que ceux où je pensais, par rapport auxquels je pensais qu'ils pouvaient être en mesure de faire ce pari et de le réussir, parce qu'évidemment, il ne s'agissait pas bien sûr de leur donner quelque chose qui devait c'était plutôt leur donner quelque chose qui devait leur permettre de montrer leur talent et leur capacité à réagir à un lieu. Alors, 1982, pour la dernière question, je voulais faire un peu un point sur l'évolution. 1982, donc création du centre Simèse et Portique, du centre d'art Simèse et Portique. On est aujourd'hui en 2017. Rétrospectivement, qu'est-ce qui a changé à la fois dans votre métier, dans le rapport aux artistes, quelles ont été les évolutions, quel regard vous portez sur ces quelques dizaines d'années? C'est très complexe en fait. C'est difficile de répondre rapidement à cette question. Comment dire? Qu'est-ce qui a changé? Je dirais, de mon point de vue, directrice de centre d'art, ce qui a changé, c'est le rapport à l'administratif qui a pris une importance énorme, donc qui a dévoré d'une certaine façon une grande partie de l'énergie. C'est le rapport à l'argent aussi.
à la fois par la domination du marché, hein, je dirais, et aussi donc souvent les exigences des artistes qui sont tout à fait légitimes parce qu'il est devenu indispensable d'avoir des moyens importants pour montrer les choses. On était moins dans quelque chose qui pouvait être presque murmuré, qui pouvait être non pas suffisamment visible. Ça a changé, cette exigence de visibilité. Ce qui a changé aussi, c'est que la visibilité elle est plus complexe aujourd'hui quand on est un centre d'art en région qu'elle ne l'était au début des années 80, parce qu'il y avait un vrai désir aussi de la part des journalistes, un intérêt, etc., pour savoir ce qui s'est déroulé là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de retenir l'attention de journalistes spécifiques, je veux dire, parisiens par exemple, pour regarder ce qui se passe en région. Donc on peut faire de très belles expositions qui passent sous le silence. Or ça devient beaucoup plus important peut-être pour les artistes aujourd'hui de faire voir leur travail, et peut-être que la part d'expérimentation est un peu plus réduite, mais c'est des généralités. Parce que quand même, moi j'ai quand même privilégié les artistes justement. J'ai continué à expérimenter des choses et privilégier des artistes qui avaient un intérêt à expérimenter. Et donc j'ai eu la chance de travailler avec ces artistes-là. Je prends pour exemple les Vazulka l'année dernière, qui ont accepté dans ce contexte, alors que ce sont des grands artistes pionniers de l'art numérique, d'accepter d'expérimenter une présentation de leur travail qui n'a jamais été faite auparavant, par exemple. Donc on continue, donc dans ce sens ça n'a pas changé. Il y a quelque chose qui n'a pas changé de mon fonctionnement avec les artistes, au fond ça n'a pas changé. Au fond ça n'a pas changé. Mais de ce qui nous entoure, la société qui nous entoure a changé. Les sujets ne sont pas les mêmes, je veux dire, les médias ne sont pas forcément les mêmes non plus, puisqu'on s'est spécialisé aussi dans la vidéo, ce qui était beaucoup moins présent au début des années 80, le rapport à l'image qui est très prégnant, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc, au niveau des formes, ça a changé, le monde qui nous entoure a changé, la réception. La perception de l'art aussi pour le public a changé, et ça c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle, parce que dans cette région comme dans d'autres, je veux dire, les gens n'étaient pas en contact avec l'art. Donc quoi qu'on en dise, la décentralisation a fonctionné, et aujourd'hui on a un public régulier, on a un public grandissant toujours, on a un public régulier qui commence à avoir, et qui, c'est normal, au bout de 30 ans heureusement, 35 ans de centre d'art, heureusement, dont le regard s'est aguerri, accoutumé, qui a appris à lire des œuvres, et ça c'est formidable. Donc en fait, il y a aussi beaucoup de choses positives dans tous ces changements.